L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Derrière les taxes douanières américaines, l'industrie du jeu vidéo s'inquiète. C'est un article sur Boursorama avec Media Service. Alors je pensais pas faire un article qui traîne sur le site d'une banque en ligne, mais pourquoi pas, après tout, pour parler d'économie, c'est peut-être intéressant. Première industrie culturelle au monde, le secteur du jeu vidéo souffre de l'augmentation des droits de douane américains. Fabriqués principalement en Asie, les consoles et les jeux voient leur prix s'envoler. Face aux droits de douane américains et aux coûts de production qui grimpent, Sony et Microsoft ont récemment annoncé une hausse inédite des prix de leurs consoles, symbole d'un coup de fièvre généralisé dans l'industrie qui va perdurer selon certains experts. La PlayStation 5 du géant japonais a vu son tarif passer de 399 à 499 € à son lancement en 2020, à une fourchette de 499 à 549 selon les produits aujourd'hui. Pour la Xbox Series X de la firme de Bill Gates, il faut désormais débourser entre 349 et 599 € contre 299 et 499 € en 2020 également. Alors, sachant qu'en 2020, c'était la pénurie totale, moi, je me souviens avoir, pour info et pour rappel, en fait, votre bon souvenir, je me souviens avoir acheté une Xbox Series X sur un parking de supermarché. Donc, et un prix qui était autour plutôt de 600 € plutôt que 300, hein, faut le dire. Alors qu'habituellement le prix de ces produits technologiques baisse au cours de leur cycle de vie, les analystes voient dans les récentes hausses la conséquence directe des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump à ses partenaires commerciaux. 75% des consoles expédiées aux États-Unis en 2024 ont été fabriquées en Chine, frappées par des tarifs douaniers de 145% sur de nombreux produits depuis avril, rappelle le cabinet spécialisé Nikko Partners dans une note publiée ce mois-ci. Alors, j'ai entendu aujourd'hui à la radio, là pour le coup, effectivement, une remise en question de ces droits de douane. Donc, a priori, et les Asiatiques et les Chinois, Donald Trump mettent un peu de côté, reviennent en arrière sur ces droits de douane exubérants qui allaient mettre de toute manière l'économie mondiale un peu à genoux. Pour Microsoft, cette hausse vise à atténuer l'augmentation réelle des prix outre-Atlantique qui représente son plus gros marché, a précisé sur X Daniel Hamad, analyse de Nikko Partners. Prévu le 5 juin, la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2, semble pour le moment préservée. Le géant japonais ayant déplacé dès 2019 une partie de sa production au Vietnam, où la hausse des droits de douane plus 46% a été gelée pour 90 jours. Enfin, semble épargnée. Elle a quand même largement augmenté pour un développement technologique qui n'est pas si incroyable que ça. Et on parle de 46% de droits de douane gelés pour 90 jours. Hein. Bon. Mais si elle devait entrer pleinement en vigueur, nous pourrions voir une augmentation des coûts de plusieurs centaines de dollars par console, avertit Christopher Dring dans une publication sur son site The Game Business. Les jeux ne sont pas épargnés non plus, alors que Nintendo a provoqué la colère d'une partie des joueurs en proposant un nouveau Mario Kart World, donc entre 80 et 90 € en Europe. Microsoft a annoncé une hausse prochaine de 10 $ dans le monde des jeux produits par ses studios, autour donc de 80 $ généralisés. Ces prix vont devenir la norme dans le secteur au cours de ces 2 prochaines années, avertit Nikko Partners, dans une industrie secouée par une crise de croissance depuis 2 ans et qui cherche à préserver sa rentabilité. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Alors, on est sur un article de site, de banque en ligne. Donc, ok, ça va devenir la norme pour les AAA, mais on voit la sortie effectivement de Clair Obscur à 45 $, enfin 45 €. On voit des tas de jeux auxquels je joue, des jeux indépendants, des city builders par exemple, autour de 20-30 $, 10 $, 15 $. Bon, il y a plein de jeux qui restent encore extrêmement accessibles. De nombreux joueurs se sont tournés ces derniers mois vers des productions issues de studios plus modestes et vendues 20 à 30 € moins cher comme Split Fiction ou Clair Obscur, Expédition 33 qui se sont écoulés à plusieurs millions d'exemplaires. Donc, comme quoi, vous voyez, l'article l'exprime lui-même. D'autres ont souscrit aux abonnements proposés par les grands constructeurs qui donnent accès à un certain nombre de titres contre une quinzaine d'euros par mois en moyenne. Et d'ailleurs, pour rappel, j'ai lu un article et commenté un article là-dessus. C'est-à-dire que ça va être aussi la stratégie de Netflix là dans les mois et les années à venir. Hein. Donc il va falloir s'attendre à du changement à ce niveau-là. Pourtant, la plupart des experts s'accordent à dire que le jeu vidéo n'a paradoxalement jamais été aussi bon marché. En tenant compte de l'inflation, plusieurs consoles ont affiché des prix bien plus élevés dans le passé, comme la PlayStation 3, sortie en 2007 à 600 €,
plus de 700 € actuels. Ramené à l'inflation, le prix des jeux n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui, note aussi Matthew Ball, analyste du cabinet Epilion, dans son rapport sur l'état du jeu vidéo en 2025. Parallèlement, les coûts de développement ont triplé au cours des 5 dernières années, souligne Christopher Dring. S'ils sortaient au prix pratiqué actuellement aux États-Unis pour les jeux neufs, à savoir $70, le blockbuster GTA 6, attendu pour le 26 mai 2026, donc, serait le GTA vendu le moins cher de toute la saga, affirme Matthew Ball, alors que son budget est beaucoup plus important que celui de ses prédécesseurs. Raison pour laquelle l'expert anticipe qu'avec l'arrivée de ce mastodonte l'an prochain, la barre symbolique des $100 pourrait être atteinte. Alors oui, d'accord, pour les AAA, c'est sûr que les coûts de production ont complètement explosé. On arrive maintenant, alors GTA 6 c'est un cas à part, mais même on arrive par exemple pour des jeux Ubisoft à dépasser les 150-200 millions de dollars. Donc, et on parle du coût de développement, pas du coût marketing qui là est complètement délirant. Bon. Mais peut-être que c'est le moment de se dire, et avec les studios, que c'est un peu peut-être pas la fin, mais en tout cas que les AAA sont réservés vraiment à des jeux à licence et qu'il faut que ça fonctionne à tous les coups. C'est difficile un jeu. On met 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, pourquoi pas, à le développer. Et puis, ça peut être le tollé parce que, en fait, ça a été construit autour d'axes marketing, de ciblage un peu ancien, une dizaine d'années. Vous imaginez bien que il y a le temps, par exemple, qu'une mode passe pour un type de jeu. D'ailleurs, on le voit avec les city builders qui sont revenus en force là ces dernières années, alors que bon, il y a eu plus de 5-6 ans peut-être qui se sont écoulés avec très peu de sorties de city builder et puis pas grand chose à se mettre sous la dent de ce point de vue là. Donc vous voyez, les modes sont très difficiles à anticiper. Donc oui, peut-être que des jeux plus modestes, au développement plus rapide et en tout cas moins coûteux en termes de main d'œuvre serait à exprimer, à exploiter, à réfléchir en tout cas. Peut-être aussi que pour les gros studios, sortir un AAA doit s'adjoindre le temps du développement d'autres petites sorties de jeux beaucoup plus modestes. Moi, je crois que le modèle économique comme ça d'un studio doit s'hybrider. Il faut dire aussi qu'il y a eu une explosion des studios, quoi. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de studios, y compris par des gens qui sont certainement développés par donc des développeurs, justement, des super informaticiens, super développeurs, super codeurs, certainement des artistes incroyables, mais très peu organisés. Et ça, c'est un vrai sujet, je trouve, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est l'organisation pour produire un jeu, quitte en fait à couper dans les caractéristiques du jeu, parce qu'on sait que de toute manière, le faire traîner en longueur, c'est un risque de ne pas atteindre le modèle de rentabilité. Bref, tout ça m'amène à dire que oui, ça va changer, le monde du jeu vidéo va changer, la crise va rebattre un peu les cartes, certains studios vont s'en sortir, d'autres nombreux vont se cracher, c'est sûr, et continuer de licencier, voire de fermer, on en voit maintenant tous les jours. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que, eux, ils font leur petit calcul économique par rapport à l'inflation. Effectivement, une console vaut peut-être pas cher par rapport à ce qu'elle valait à l'époque, en tout cas ramenée à l'inflation. Mais moi, je pense à quelque chose, c'est que là, on va vers de toute manière une sobriété forcée, c'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné où exploiter les minerais, les ressources, etc. va devenir de plus en plus cher, va devenir de plus en plus laborieux et puis va du coup inexorablement aller pour les plus riches. C'est pas moi qui le dis, il y a des tas d'experts dans le monde économique et écologique qui l'expriment. Donc oui, je pense qu'on arrive un peu au bout d'un système. Peut-être qu'il va falloir baisser nos prétentions en termes de graphisme dans les jeux, certainement, de caractéristiques. Réutiliser des vieilles consoles pour sortir des jeux me paraît pas inenvisageable. Surtout que maintenant, les gaps graphiques peinent sans y mettre vraiment beaucoup d'argent. On voit les dernières consoles. C'est pas évident de faire tourner de toute manière un AAA 4K 120 FPS. C'est même quasi partie impossible. Déjà à 60 FPS, c'est pas évident. Donc vous voyez le truc. Du coup, oui, je pense que sincèrement, le jeu vidéo et les studios devraient petit à petit rebattre les cartes, refonder un marché un peu nouveau. Et moi j'espère, je crois que on puisse sortir des jeux qui tournent sur des consoles et des machines beaucoup plus modestes. Je l'espère vraiment du fond du cœur. Voilà. En tout cas,
Si vous avez apprécié la lecture et la petite analyse que j'en fais, n'hésitez pas à venir débattre sur le Discord du Renard Bleu, tout est en description de la chaîne, et à vous abonner. Vous êtes 90% à, voilà, des lecteurs, des spectateurs, je sais pas comment on dit, du public en tout cas qui lit les vidéos, qui voit les vidéos du Renard Bleu, mais qui n'est pas abonné. Et ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, pour moi, ça m'aide pas beaucoup et ça m'aiderait vraiment, vraiment, vraiment énormément que vous puissiez vous abonner. Donc, je remercierai jamais assez de le faire. Voilà. Et puis, de toute manière, il me reste à vous dire à demain.